Bonjour et bienvenue à toute la communauté de la chaîne YouTube La Revue du 237. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau décryptage en profondeur. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un document politique vraiment fascinant. C'est juste une seule page. Oui, une seule petite page, mais quelle page en fait? Exactement. C'est la page 8, très précisément, tirée d'un texte qui s'intitule Proposition de révision de la Constitution du 18 janvier 1996 par Justine Claverfou-Singh. Et sur le papier, cette simple page propose de redessiner de fond en comble toute l'architecture du sommet de l'État. C'est un document qui est extrêmement dense sur le plan de l'ingénierie constitutionnelle. On y parle de droit civique, de la structure même du pouvoir exécutif et surtout d'une approche très très arithmétique de l'équilibre linguistique. C'est ça. Mais avant de plonger les mains dans le moteur, il faut qu'on pose notre règle d'or habituelle pour ce type d'analyse. Absolument, c'est indispensable. La mission de ce décryptage n'est en aucun cas de dire si cette proposition est bonne, mauvaise ou de prendre un quelconque parti politique. On laisse ça de côté. On va vraiment agir comme des analystes face à un plan d'architecte. On observe les fondations, on teste la solidité des murs porteurs qui sont proposés et on essaye de comprendre la logique interne du texte. Une neutralité absolue, voilà notre ligne de conduite. Le cadre est posé, merci pour ce rappel. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui apprécient ce format d'analyse méthodique, c'est le moment idéal pour s'abonner à la revue du 237. Soutenir la chaîne par un abonnement, c'est ce qui permet de pérenniser ce type de décryptage technique et totalement impartial. Alors rentrons dans le vif du sujet. Le document commence par poser un socle démocratique assez classique avec l'article 2. Oui, l'article 2 réaffirme simplement que le pouvoir appartient au peuple et qu'il l'exerce par des élections au suffrage universel. Jusque-là, on est sur un terrain constitutionnel très connu. Voilà, rien de révolutionnaire, mais la première vraie rupture, elle apparaît juste après, à l'article 3 qui porte d'ailleurs la mention nouveau. Ce passage fixe le droit de vote à au moins 18 ans. Et ce qui est captivant ici, ce n'est pas tant l'âge en soi, c'est la note de bas de page numéro 6 qui l'accompagne. Ah, les notes de bas de page de ce document, elles sont cruciales. C'est là que l'auteur révèle vraiment son intention philosophique. Cette note numéro 6, elle est très courte, mais elle justifie l'âge de 18 ans par la, je cite, responsabilité pénale et civile. Du coup, ça veut dire qu'il cherche à créer un alignement juridique parfait, c'est bien ça? C'est exactement l'idée. La logique est implacable en fait. Si le code pénal ou le code civil considère qu'à 18 ans, un individu est assez mature pour aller en prison s'il commet un délit ou pour signer un contrat de prêt sur 30 ans, eh bien il doit logiquement être jugé assez mature pour glisser un bulletin dans l'urne. C'est vrai que sur le papier, cet alignement semble super cohérent. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de réduire le droit de vote à une simple transaction juridique? Je veux dire, la citoyenneté, ce n'est pas juste la capacité à ne pas enfreindre la loi, c'est une vraie conscience politique. En liant les deux de manière aussi mathématique, on ne fait pas un raccourci un peu dangereux? C'est une excellente question et c'est une critique tout à fait recevable en théorie politique. Lier le droit de vote uniquement à la capacité pénale, ça donne une vision très pragmatique de la citoyenneté, presque mécanique. Mais, du point de vue de l'auteur, le but est de supprimer toute hypocrisie institutionnelle. Une hypocrisie institutionnelle, c'est-à-dire? Eh bien, dans plein de pays, on a des zones grises. Un jeune peut être jugé comme un adulte par un tribunal pour une infraction, mais on lui dit qu'il est trop immature pour voter. Ce que propose l'auteur ici, c'est de graver dans le marbre qu'une pleine capacité juridique entraîne automatiquement une pleine capacité politique. Pas de demi-mesure. D'accord, je vois mieux la philosophie derrière. Et cette volonté de cohérence, on la retrouve tout de suite après, toujours dans cet article 3, concernant l'encadrement des partis politiques. Le texte dit que les partis concourent à l'expression du suffrage à condition de respecter la souveraineté et l'unité nationale. Et là, bam, encore une note de bas de page. La numéro 7 cette fois. Oui, et elle est très intéressante cette note. Elle cite Erwan Gisler pour définir ce qu'est un mouvement politique. Il est décrit comme un, je cite, ensemble d'acteurs construits autour de valeurs et de solidarité. Valeur et solidarité? C'est pas anodin comme choix de mots. Et on précise, l'auteur élève considérablement le niveau d'exigence pour créer un parti. Ce n'est plus juste une machine à gagner des élections, tu vois. Ça ne peut pas être une coquille vide montée à la va-vite pour capter des voix. La Constitution exigerait que le parti repose d'abord sur un projet commun, sur de l'idéologie. L'ordre est clair, la cohésion sociale passe avant la conquête du pouvoir.
Je comprends l'idéal. Mais, mais si on pousse cette logique, l'inscrire directement dans la Constitution, ça peut avoir des conséquences judiciaires énormes, hein. Si un parti doit légalement être basé sur des solidarités et respecter une unité nationale définie de manière très large, est-ce que ça ne donne pas un pouvoir monstrueux aux juges? Ah ben c'est le grand risque, oui. Parce qu'un juge pourrait très bien décider de dissoudre un parti d'opposition sous prétexte que ses valeurs ne sont pas jugées assez solidaires, non? C'est exactement l'âme à double tranchant de ce jour de rédaction constitutionnelle. L'intention de départ est super louable, assainir le paysage politique et éviter les micro-partis opportunistes qui attisent les divisions. C'est un bouclier pour l'État. Mais confier à une autorité le pouvoir d'évaluer la sincérité des valeurs d'un parti, ça introduit de la subjectivité. Oui, ça glisse vers un contrôle politique en fait. Tout à fait. L'opposition pourrait facilement être qualifiée de menace pour l'unité nationale. On est sur un équilibre extrêmement précaire entre la régulation saine et la restriction pure et simple des libertés d'association. C'est un vrai fil du rasoir. Et ce débat sur l'encadrement du pouvoir nous amène au titre 2 de la proposition. C'est là que ça devient vraiment croustillant. L'article 4 pose la séparation classique entre le président et le Parlement, très bien, mais l'article 5, marqué nouveau lui aussi, propose une restructuration radicale de l'exécutif. Radical, c'est le mot. L'alinéa 1 dit que la présidence de la République comprend le président, le vice-président, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 4 personnes au sommet de l'État. C'est un changement de paradigme total par rapport à ce qu'on connaît. Historiquement, une présidence est structurée autour d'une figure centrale. Le chef de l'État est seul au sommet et il a des collaborateurs en dessous. Ici, l'article 5 institutionnalise un quatuor. Un directoire presque. Voilà. Le secrétaire général et son adjoint ne sont plus juste de hauts fonctionnaires de l'ombre, ils sont intégrés dans la définition même de l'entité présidence de la République au niveau constitutionnel. Mais concrètement, comment on fait fonctionner un exécutif à 4 têtes au quotidien? Je veux dire, est-ce que ça ne va pas se transformer et on lutte de pouvoir permanente? En cas de crise grave, ça risque de ralentir toutes les prises de décision, non? Il faut bien faire la distinction entre un comité directeur où chacun aurait un droit de veto et une chaîne de commandement élargie. L'auteur ne cherche pas forcément à diluer l'autorité du président. Le but est plutôt d'ancrer l'administration présidentielle via le secrétariat général directement au cœur de l'exécutif. Pour créer de la mémoire institutionnelle. C'est ça, pour éviter qu'un président soit complètement déconnecté de la machine administrative ou à l'inverse que l'administration agisse dans son coin sans légitimité claire. En les mettant dans l'article 5, on clarifie leur statut et leurs responsabilités légales. Ce qui renforce d'ailleurs cette idée de dépoussiérer la présidence, c'est l'alinéa 4. Il affirme de façon très ferme qu'aucune fonction ministérielle n'est rattachée à la présidence. Et hop, une nouvelle note de bas de page, la numéro 8, qui demande la révision du décret de 2011 sur l'organisation de la présidence. C'est une vraie cure d'amaigrissement pour le palais. Une cure très nécessaire dans beaucoup de systèmes présidentiels où on observe une hypertrophie de la présidence. Le pouvoir central a souvent tendance à accumuler des directions, des missions spéciales, des portefeuilles entiers qui court-circuitent les ministères. Ça crée des goulots d'étranglement administratif terribles. Donc, en interdisant ça constitutionnellement, l'auteur veut forcer la décentralisation. La présidence ne gérerait plus le quotidien. Exactement. On sépare la vision stratégique de l'exécution opérationnelle. Le quatuor présidentiel fixe ce cap, donne les grandes orientations, et les ministères retrouvent leur pleine autonomie pour agir. C'est une tentative de rendre l'État beaucoup plus agile. C'est fascinant comme mécanique. Mais on arrive maintenant au véritable cœur nucléaire de cette proposition, et je pense que c'est ce qui va le plus intéresser l'audience. C'est l'alinéa 2 et 3 de cet article 5. La fameuse question linguistique. Voilà. Le texte stipule que la présidence incarne l'équilibre des deux zones linguistiques, l'anglais et le français. Et l'alinéa 3 instaure une règle d'alternance absolue. Je cite, « Lorsque le président est d'origine d'expression française, le vice-président est d'origine d'expression anglaise. » Et ça s'applique aussi au secrétaire général et à son adjoint. On est ici en plein dans ce que les politologues appellent la démocratie consociative. Dans un pays avec une dualité culturelle et linguistique forte, la représentation au sommet est toujours électrique. L'auteur propose ici d'éliminer totalement le hasard ou le bon vouloir politique. L'inclusion est imposée par la loi suprême. C'est ça. On ne compte plus sur des arrangements de couloir. Le partage du pouvoir entre les aires linguistiques devient une norme juridique incontournable. Sur le papier, l'intention est belle. Ça garantit l'inclusion.
Mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Imaginons une seconde. On a un président francophone et un vice-président anglophone imposé par ce quota. S'ils ne sont pas du même bord politique ou s'ils se détestent, on fait comment? Ça ne crée pas un blocage institutionnel permanent, ça? C'est la limite absolue de l'ingénierie constitutionnelle basée sur des quotas identitaires. Pour garantir cette représentation parfaite, on sacrifie l'homogénéité politique. Et oui, le risque de paralysie est immense. Si le vice-président décide de s'opposer au président, fort de sa légitimité constitutionnelle de représentant de sa zone linguistique, la crise est ouverte. Et le problème, c'est que cette seule page 8 ne dit rien sur la façon d'arbitrer ce genre de conflit. Et puis un autre truc qui me chiffonne. Comment on définit juridiquement, en 2026, une origine d'expression française ou anglaise? Les gens se métissent, voyagent, le bilinguisme explose. On se base sur quoi? La langue maternelle? Le lieu de naissance des parents? L'école fréquentée? Tu mets le doigt sur le défi conceptuel majeur de ce texte. La définition de ces critères, c'est ce qui déterminerait la survie même de cette réforme. Si le juge constitutionnel fixe une règle trop rigide, il exclut tous les citoyens au parcours hybride. Et si c'est trop flou? Si c'est trop flou, ça devient un outil de contournement politique massif. Un candidat pourrait très bien revendiquer opportunément une origine linguistique, juste pour cocher la case du quota et obtenir le poste. L'intention de sécuriser la paix sociale par la géométrie institutionnelle est louable, mais ça demande une précision juridique chirurgicale, sinon on va juste créer une montagne de nouveaux contentieux. Ce qui nous amène logiquement à l'article 6, qui aborde le rôle du président lui-même au sein de cette structure. Cet article précise que le président est le chef de l'État, élu par la nation tout entière. Et là, il y a un paradoxe qui me saute aux yeux. Lequel? D'un côté, on a l'article 5 qui force un exécutif divisé mathématiquement sur une base linguistique. Et de l'autre, l'article 6 demande au président d'incarner l'unité nationale et de définir la politique de la nation. Comment est-ce qu'on peut incarner l'unité pure d'une nation entière quand on est soi-même le produit d'une règle qui légifère sur la division géographique et linguistique? Ce n'est pas forcément une contradiction, mais plutôt une posture philosophique très assumée par l'auteur sur ce qu'est l'État. En fait, le texte rejette l'idée qu'une unité nationale doit se construire par l'effacement des différences ou par une assimilation forcée. L'unité ne se décrète pas par l'uniformité, en gros. Exactement. Pour ce courant de pensée, la véritable unité, c'est la capacité de l'État à organiser la coexistence harmonieuse de ses composantes distinctes. Le président n'incarne pas l'unité en effaçant sa propre origine linguistique, mais en dirigeant une équipe où l'autre composante est institutionnellement et obligatoirement assise à la même table que lui. C'est une vision de l'unité par la composition. Il reste le chef d'orchestre, c'est lui qui choisit la partition politique de la nation, mais la Constitution lui dicte la composition de son orchestre. Il ne peut pas jouer seulement avec les violons, il lui faut aussi les cuivres. C'est une très belle analogie. L'article 6 maintient la verticalité du pouvoir parce que le président reste le garant ultime des institutions, mais l'article 5 impose une horizontalité obligatoire dans l'exercice de ce pouvoir. Toute la survie de ce système reposerait sur la capacité politique à générer du consensus au sein de ce fameux quatuor pour éviter de sombrer dans des vétos croisés. Eh bien, pour résumer un peu ce voyage au cœur de la proposition de Justin Claver-Futsing, on a vraiment balayé des concepts fondamentaux. On a commencé par cette idée d'aligner le droit de vote sur la maturité civile et pénale, à 18 ans, ce qui redéfinit l'essence même de la citoyenneté. Ensuite, on a vu cette ambition très stricte de recadrer les partis politiques autour de valeurs et de solidarité, avec la menace judiciaire que ça fait planer. Et bien sûr, le gros morceau, cette invention d'un exécutif à quatre têtes, vidé de sa bureaucratie ministérielle et structuré par une symétrie linguistique parfaite entre anglophones et francophones. C'est vraiment un exercice d'ingénierie constitutionnelle passionnant. Ça tente de répondre à des traumatismes historiques par des verrous juridiques. Mais avant de clôturer notre analyse, je pense qu'il est indispensable de soulever une question de fond. Une interrogation qui dépasse largement ce document et qui mérite un vrai débat de société. Une petite réflexion finale pour notre communauté, je t'en prie. La question est la suivante. Lorsqu'une nation décide de graver dans sa loi fondamentale un partage du pouvoir basé explicitement sur la langue ou l'origine, est-ce que cela cimente véritablement l'unité nationale en rassurant chaque groupe sur sa place au sommet de l'État,
Ou à l'inverse, est-ce que cette institutionnalisation du quota risque de figer éternellement les divisions identitaires? Est-ce que ça n'empêche pas la société de transcender ces clivages pour faire émerger un jour une identité politique pure qui ne serait plus du tout conditionnée par la langue parlée par nos parents? C'est la question à 1 million. Est-ce qu'on guérit la fracture en la transformant en institution ou est-ce qu'on la rend permanente en lui donnant un statut légal indéboulonnable? C'est une réflexion philosophique et politique majeure. Et c'est justement là-dessus que se termine notre décryptage aujourd'hui. Un immense merci à toute la communauté qui a suivi cette analyse pointue. N'oubliez pas qu'un abonnement à La Revue du 237 est le meilleur moyen de soutenir ce travail de recherche. Et pensez à laisser un petit pouce vers le haut si le format vous plaît. Surtout, la section commentaires est grande ouverte. Comment la communauté perçoit-elle cette idée d'institutionnaliser les divisions linguistiques? Le débat est lancé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les textes qui façonnent notre société.